Sortons de l'hypocrisie, sortons de l'ambiguïté. Parler de la fin de vie, comme nous en parlons, ça n'est pas parler de la vieillesse, c'est parler de la maladie. On sait qu'on a cet ultime recours si la fin de vie devient trop insupportable. Je crois qu'il faut regarder la mort en face, pour le coup, les yeux dans les yeux. On se rencontre aujourd'hui parce que vous êtes surtout le porteur de la loi sur une aide active à mourir. Alors voilà, quand est-ce que ça a débuté pour vous ce combat ? Alors c'est vrai que c'est un sujet auquel j'ai été sensibilisé assez jeune, d'abord par une rencontre avec une personnalité, un sénateur qui s'appelait Henri Caillavet, qui avait été rapporteur de la loi Veil au Sénat, qui était très engagé sur les questions de société et qui avait déposé une proposition de loi sur la fin de vie en 1978. Et je l'avais rencontré ici à La Rochelle, à la salle de l'Oratoire, à l'invitation de Michel Crépeau. Et dans cette conférence, il expliquait que la fin de vie, c'était certes un sujet de santé, d'accompagnement médical, mais que c'était un vrai sujet de société, un sujet majeur de société, où les notions de liberté, d'égalité, de fraternité étaient véritablement interrogées, et auquel il ajoutait d'ailleurs le principe de la laïcité. Et il avait expliqué assez brillamment que ces principes républicains n'étaient pas respectés dans notre pays, puisque la liberté de choix n'était pas assurée pour les citoyens, la liberté de choisir son destin, de maîtriser son départ et de pouvoir disposer de cette liberté de choix, d'égalité, puisque on le sait bien, il y a une inégalité flagrante entre ceux qui ont la possibilité, les moyens financiers de partir à l'étranger, et puis ceux qui ont soit recours à la clandestinité quand ils connaissent un médecin qui accepte de les aider, ou pas. Et puis la fraternité, parce que la fraternité, c'est d'accompagner jusqu'au bout un proche, un malade. Et puis la laïcité, parce que dans la République, la loi protège la foi, mais ça n'est pas la foi qui fait la loi, c'est le principe même de la République laïque. Pour moi, c'était un sujet foncièrement républicain. Et à partir de là, je me suis intéressé au sujet, et puis après, j'ai pu rencontrer beaucoup de gens, des malades, des soignants, et puis des gens qui ont réfléchi sur cette question-là, parce que vraiment, c'est un sujet qui brasse très large, et puis qui concerne tout le monde. Quand j'ai été élu député pour la première fois, donc en 2012, ça fait partie des sujets que j'ai voulu porter immédiatement. D'ailleurs, ma première question au gouvernement portait sur le sujet de la fin de vie, déjà en 2012. Et j'avais déposé quasi immédiatement une première proposition de loi. J'en ai reposé une le mandat suivant, en 2018, et j'ai réussi à faire inscrire cette proposition de loi en 2021, et donc elle a été débattue, malheureusement dans un temps trop restreint pour que ce texte puisse être adopté, mais néanmoins c'était la première étape, la première marche, parce que nous avions réussi à faire voter l'article pilier de ce texte, qui autorisait l'aide active à mourir en France. Et même si la loi n'avait pas pu être adoptée dans son intégralité, cet article-là, adopté par 83% des députés, avait été une étape majeure parce que l'année suivante, il y avait les élections présidentielles. Et lors de cette élection présidentielle, Emmanuel Macron a proposé de faire une convention citoyenne sur la fin de vie. Elle a réuni 184 citoyens tirés au sort, selon des critères représentatifs de la société. Ils ont travaillé 6 mois, ils ont rendu un rapport sur la question de la fin de vie, c'est-à-dire à la fois sur les soins palliatifs et sur la nécessité de les rendre accessibles partout et pour tous. Et puis, à 76%, ils se sont prononcés en faveur d'un droit à une aide active à mourir. Et j'allais dire, c'est à l'image de toutes les enquêtes d'opinion qu'on a dans le pays qui nous indiquent qu'entre 8 à 9 Français sur 10 sont favorables à ce nouveau droit. Donc à partir de cette convention citoyenne, un projet de loi a été déposé
Et il a été débattu en avril en commission, en mai et début juin à l'Assemblée nationale. Et nous étions à une semaine du vote final, puisqu'il était prévu le 18 juin. Et le 9 juin, patatras, c'est la dissolution. Et donc, lorsque la dissolution a eu lieu, que les élections législatives se sont déroulées, dès que je suis revenu à l'Assemblée nationale, j'ai déposé une proposition de loi qui reprenait le texte tel qu'il était au moment de la dissolution. J'ai dit, on a été coupé dans notre élan pour des raisons extérieures à l'Assemblée nationale, qui n'a pas pu aller jusqu'au bout du débat. On ne peut pas jeter à la poubelle tout le travail qui a été fait. Cette proposition de loi, elle est co-signée aujourd'hui par plus de 240 députés, issus de 9 groupes parlementaires différents, ce qui est considérable pour une proposition de loi. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, arriver à rassembler des députés qui vont de LFI jusqu'à LR, c'est plutôt rare. Petit retour en arrière. En France, 3 lois concernent déjà les droits des patients en fin de vie. La loi Kouchner de 1999, la loi Leonetti de 2005 et la loi Claeys-Leonetti de 2016. Ces lois ont permis aux citoyens d'obtenir 2 droits essentiels, le droit de ne pas souffrir et le droit de ne pas subir de traitements jugés inutiles. Mais alors, qu'en est-il du nouveau texte d'Olivier Falorni ? Qu'est-ce que cette loi apporte en plus? Qu'est-ce qui manquait aux 3 précédentes en fait? 2 aspects. Cette loi comporte 2 grandes parties. Une partie dédiée aux soins palliatifs, et notamment sur la nécessité de faire en sorte qu'il y ait un véritable accès universel aux soins palliatifs sur l'ensemble du territoire. Le gros problème en ce qui concerne les soins palliatifs, c'est qu'il y a des zones qui sont à peu près bien pourvues et d'autres qui, au contraire, sont très mal pourvues en accompagnement palliatif. Et donc, un objectif premier qui doit être atteint dans les 2 ans qui viennent, c'est de faire en sorte que dans les 21 départements où aujourd'hui il n'y a aucune unité de soins palliatifs, que ce manque flagrant, inacceptable, soit comblé. Alors c'est une question de moyens financiers et humains. De personnel formé. Parce aussi, que oui. Vous pouvez mettre de l'argent, et on va en mettre, si vous n'avez pas de médecin ou d'infirmier formé qui accepte d'aller dans ce qui est... le film de Costa Gavras le montre bien, c'est une partie de la médecine qui est très particulière, qui apparaît beaucoup moins noble, parce qu'elle ne guérit pas, la médecine palliative. Et beaucoup de soignants sont formés, de médecins, on leur met dans la tête, faut guérir, faut guérir, faut guérir, faut guérir. Dans le film, on dit, il y a un médecin qui dit, même le mot mort est banni. Donc il y a une forme de déni même de la mort qui est considérée comme un échec. Et au contraire, en soins palliatifs, la mort elle est intégrée, puisque ceux qui viennent malheureusement n'ont plus d'espoir de guérison. C'est un accompagnement. Mais encore faut-il qu'on ait des médecins, des infirmiers qui acceptent d'exercer dans ce domaine qui est difficile. Parce qu'on a affaire à des gens qui sont en fin de vie, qui souffrent physiquement, qui souffrent psychologiquement. Donc ça, c'est le premier enjeu, c'est développer les soins palliatifs. Donc c'est mettre des moyens financiers, parce que de toute façon, il ne peut pas y avoir de développement des soins palliatifs si on ne met pas plus d'argent, et donc c'est de proposer un plan de programmation sur 10 ans, une stratégie décennale, qui vise, pour résumer, à mettre 100 millions d'euros supplémentaires, en plus des budgets habituels alloués aux soins palliatifs, 100 millions d'euros chaque année pendant 10 ans. Et puis la deuxième partie, c'est ouvrir un droit à une aide à mourir, donc c'est définir ce qu'est cet ultime recours. Soins palliatifs, réponse primordiale, qui a vocation à résoudre l'accompagnement, j'allais dire, le plus difficile, parce que les unités de soins palliatifs, c'est accompagner les malades dans des situations les plus difficiles, les plus douloureuses, et les familles, évidemment, parce qu'il y a aussi le lien avec les familles qui sont parfois
confronté à un désarroi, au déni de la maladie. C'est l'idée d'abord de partir de la volonté du malade, parce que c'est une loi de liberté et qui n'en retire aucune aux autres. C'est une loi qui a vocation aussi à expliquer que la médecine palliative, comme toute médecine humaine, elle atteint ses limites dans un certain nombre de cas. Et que cet ultime recours doit être possible, c'est-à-dire de partir librement, sereinement, paisiblement, rapidement, quand la décision a été prise par le malade avec l'accord du médecin. Et donc, cette partie définit ce qu'est l'aide active à mourir, quelles sont surtout les conditions pour pouvoir y accéder. Et il y a de très nombreux critères cumulatifs. On ne peut pas, évidemment, ça va de soi, demander une aide à mourir parce qu'on en a marre de la vie. D'abord, il faut être majeur. Il faut être atteint d'une affection grave et incurable, engageant le pronostic vital et en phase avancée ou terminale. Ensuite, troisième critère, c'est avoir des souffrances physiques ou psychologiques, et souvent les deux, qui ne peuvent pas être apaisées. Un autre critère qui s'ajoute au précédent, c'est celui d'être apte à manifester une volonté libre, éclairée et réitérée. C'est-à-dire que tous les moments du processus, jusqu'au moment où le malade soit ingère le produit qu'on lui remet, soit demande à un médecin ou un infirmier de le faire pour lui, il réitère sa volonté en disant « oui, je souhaite partir, et donc je suis toujours demandeur de cette aide à mourir ». Et c'est évidemment une loi qui respecte la liberté des malades, mais qui respecte aussi la liberté des soignants, puisqu'il y aura, comme pour la loi Veil sur l'IVG, une clause de conscience qui, évidemment, n'imposera en rien à un médecin ou un infirmier de pratiquer l'aide à mourir s'il ne le veut pas. Où en est-on aujourd'hui en France? Vous savez, ce sujet est pour moi, comme pour d'autres collègues, un apprentissage de la détermination. Parce qu'il faut être plutôt persévérant pour mener à bien ce long combat parsemé d'obstacles. Mais il se trouve que je suis persévérant parce que je crois profondément dans ce que je défends. Attention, hein, je ne dis pas que j'ai la vérité, je n'ai pas de certitude, j'ai des convictions, mais pas de certitude. J'ai moi-même évolué au fil du temps, hein. Je faisais référence à ma première rencontre avec le sénateur Caillavet. Évidemment, l'âge, l'expérience, les rencontres, les échanges, les discussions avec ceux qui y sont foncièrement opposés, vous font réfléchir. Et c'est aussi un bel apprentissage sur la nécessité de penser contre soi-même, c'est-à-dire de ne pas s'enfermer dans ses propres préjugés. Néanmoins, j'ai la conviction que ce texte, il est souhaitable et il me semble nécessaire par rapport à nos compatriotes. Effectivement, comme vous dites, c'est un droit qui, au final, ne concernera que très peu de personnes. Il concerne tous potentiellement, mais à l'arrivée, si on développe les soins palliatifs, comme on doit le faire, si on permet une aide à mourir comme ultime recours, au final, si on regarde par exemple l'exemple de la Belgique, qui a légiféré maintenant il y a 22 ans, Ouais. 22 ans, on voit qu'il y a aujourd'hui, chaque année, 3% des décès qui sont par l'aide active à mourir, au bout de 22 ans. Donc on voit bien que ça concerne, finalement, au final, assez peu de gens. Mais c'est un droit qui est possible. Les principales réticences viennent d'une partie du corps médical, hein, qui aujourd'hui est soit très opposé, soit encore un peu réticent. Mais je vois que les choses évoluent. Vous savez, par exemple, on parlait du film de Costa Gavras, Le Dernier Souffle. Ce film raconte ce qui se passe dans une unité de soins palliatifs et suit l'itinéraire d'un médecin qui a créé une unité de soins palliatifs et donc qui explique, qui met en valeur les soins palliatifs.
Et on sait bien que ce sont au sein des soins palliatifs qu'il y a le plus de réserves, le plus d'opposition, parce qu'ils considèrent, à tort selon moi, mais je peux entendre ce qu'ils disent, finalement que l'aide à mourir serait contradictoire avec les soins palliatifs, serait une forme d'échec, et qu'en tout cas, ils ne peuvent pas, eux, faire d'aide à mourir parce que ça serait contradictoire avec leur vocation. Je l'entends. Simplement, le docteur qui a écrit le livre avec Régis Debray et qui a donné le film, il a exercé pendant un quart de siècle dans une unité de soins palliatifs. Et qu'est-ce qu'il dit aujourd'hui? J'ai évolué. J'ai évolué et je considère que dans certaines circonstances, il devrait être possible de procéder à une aide à mourir. Et de la même façon, Costa-Gavras a dit dans de nombreuses interviews qu'il était lui aussi favorable à une aide active à mourir. Et du côté politique, on voit des gens qui n'étaient pas sur, sur une ligne de défense de l'aide à mourir, qui même étaient plutôt réservés, qui ont pris récemment position. Je pense à Alain Juppé, la semaine dernière, je pense à Gérald Darmanin, il y a quelques jours, qui ont dit nous avons évolué, nous avons changé notre point de vue par l'expérience que nous avons pu vivre personnellement, parce que nous avons réfléchi à la question. Donc vous voyez bien que finalement c'est un sujet qui irrigue la société, qui dépasse les clivages politiques très largement, et qui, je crois, aujourd'hui est arrivé à maturation. Et c'est pour ça vraiment que j'ai déposé cette proposition de loi et que je souhaite que le Premier ministre, même si à titre personnel, visiblement, il y est plutôt opposé, fasse en sorte que le débat ait lieu. Après, sa position, elle est respectable et finalement, on ne lui demande pas d'en changer. On demande simplement à ce que le débat puisse avoir lieu au Parlement. Que vous a répondu M. Béraud? La proposition qu'il a faite, que moi je ne partage pas, c'est de dire il faut faire deux textes, un texte sur les soins palliatifs, un texte sur l'aide à mourir. Je trouve pas ça cohérent parce que l'accompagnement de la fin de vie, ce sont les soins palliatifs, réponse primordiale, et puis c'est l'aide active à mourir qui peut être un ultime recours. Séparer les deux, je trouve ça pas très cohérent. Bon, voilà, on va voir ce qu'il en sera dans les jours et les semaines qui viennent. Si au final on doit faire avec deux textes, on fera avec deux textes et je continuerai à me battre. J'aurais aimé que l'on entende le message de la Convention citoyenne qui avait dit qu'il faut faire un seul texte et aborder tous les sujets ensemble et surtout pas les opposer. Et le risque des deux textes, c'est d'opposer l'un à l'autre. Donc il a proposé que les deux textes soient débattus en même temps, avec une discussion commune pour les deux textes, avec un vote le même jour, même s'il est séparé. Bon voilà, il y a un certain nombre de propositions pour avancer.